Depuis quelques semaines maintenant, je suis le CEO d'une petite start-up du nom de Boom Boom. Chez Boom Boom, on fabrique une application qui se base sur les goûts musicaux des gens plutôt que sur leur physique. J'ai recruté un CTO et 2 managers qui se chargent eux-mêmes de recruter des freelances pour les besoins initiaux de notre start-up. Le projet, c'est de délivrer une première version de l'application autour de Noël et de vous montrer chaque étape en allant du design et en finissant à la mise en prod et en vous postant comme ça tous les épisodes sur cette chaîne. Donc si vous voulez rien manquer de tout cela, abonnez-vous. Les gars que j'ai recrutés là, eux, ils connaissent leur métier, ils sont seniors designers, seniors front-end, seniors back-end, seniors DevOps, etc. Ils sont bons dans leur domaine respectif, il n'y a aucun problème. Mais moi, le CIO, est-ce que je suis CIO senior? Est-ce que j'ai pratiqué une école de CIO? Est-ce que j'ai de l'expérience là-dedans? Que nenni les amis, que nenni, rien, niet, cacahuète, gnaksou, je suis un noob absolu et je me chie dessus. Complètement. Mais je veux pas me lamenter sur mon sort, et du coup, pour m'approprier ce nouveau rôle du mieux que je le puisse, j'ai décidé de passer un petit coup de fil à mon ex-CIO pour qu'il puisse me donner des ficelles afin d'amincir un petit peu ce syndrome de l'imposteur infini que je me tape actuellement. Il a été un excellent CIO, donc je suis très content qu'il accepte aujourd'hui de nous livrer son expérience, c'est vraiment très chouette, et je pense pas que ça existe vraiment ce genre de retour sur le YouTube français, donc profitez bien, installez-vous, posez un like, et maintenant que c'est fait, on peut commencer. Alors, comme je vous l'ai dit, Romaric a été mon CEO pendant 3 ans quand j'étais Software Engineer chez Covery. Maintenant, c'est quoi exactement Covery? Eh bien, je vais le laisser présenter lui-même son bébé, puisque s'il y a bien un truc que doit savoir faire un CEO, c'est pitcher son projet. Donc, Romaric, la parole est à toi. En gros, on a créé une plateforme qui s'appelle une IDP, Internal Developer Platform, qui permet à des ingénieurs dans des boîtes en fait d'être un peu plus autonomes dans le déploiement, le process de déploiement d'applications sur le cloud de la boîte en question, et de permettre notamment aux équipes dite DevOps plateforme en fait de pouvoir donner l'expérience en fait que les développeurs attendent. Et nous on travaille principalement avec beaucoup de boîtes qui soient small, medium size, enterprise, beaucoup aux US entre autres. Combien de temps tu CIOtes cette boîte? Combien de temps je CIOte cette boîte? C'est intéressant ça comme question. Ça fait un peu plus de 3 ans en fait. Un peu plus de 3 ans. Le temps passe vite. Time flies comme ils disent les Américains. Ouais, c'est vrai, toi t'as l'impression que c'était hier, non, que t'as ouvert la boîte, non? Non, on va pas dire quand même que j'ai l'impression que c'était hier. C'est sûr. Tu te rends compte qu'en fait, en 4 ans, tu as juste le temps de construire un produit juste stable et commencer à avoir un nom sur la scène et d'être reconnu, en fait, déjà pour ce que tu fais. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, c'est un peu bizarre, mais les gens, en fait, c'est Romaric de Covery, putain, c'est super, j'adore ce que vous faites. Enfin, les gens te connaissent et te connaissent, en fait, sur la scène, c'est ça. 4 ans, c'est juste le temps qu'il faut pour construire un produit qui soit connu, d'avoir un pitch, avoir une vision, en fait, qui soit aussi reconnue et de commencer à le commercialiser pour de vrai. C'est marrant, c'est exactement la même temporalité qu'une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube Tech, comme la mienne. Ça a pris 4 ans pour qu'on commence à me reconnaître et tout machin, et que je commence à pouvoir en vivre. Bon, la première chose qui m'a mis en super confiance dans cette interview, c'est que, visiblement, ne pas savoir ce que tu fais, être un petit peu perdu au début dans les actions que tu dois entreprendre et dans toute la multitude de rôles que tu dois endosser, c'est visiblement l'un des rôles du CIO. Quand tu lances une startup, ton premier rôle, toi, de CIO, je sais que vous touchez à tout, tu dois tout faire au tout début parce qu'il n'y a pas grand monde pour t'aider, donc tu dois tout faire, mais c'est quoi, pendant la première année, en fait, vraiment ton vrai rôle, quoi? Le rôle, en fait, du CIO, faire des boulots, en fait, des boulots successifs, de manière successive, qu'il ne connaît même pas. En fait, c'est d'être à l'aise, en fait, dans tout ce qui peut être inconfortable. En fait, tu ne connais pas, tu ne sais pas comment faire certaines choses, tu apprends à le faire, tu te démerdes, tu essaies de monter en compétence et de répondre aux besoins premiers. Et ton job en tant que CEO, c'est pas de faire ça jusqu'à la fin, parce que sinon tu restes entre guillemets un espèce d'indépendant, c'est-à-dire à ton compte, ça va être réellement de pouvoir repérer les meilleures personnes en fait et de t'entourer des meilleures personnes pour pouvoir faire en fait quelque chose que tu as compris qui est nécessaire notamment à ton business pour pouvoir en fait le propulser. Mon seul rôle au final, c'est de faire en sorte, tu le sais, que nos collaborateurs, les employés, les personnes qui m'accompagnent au jour le jour, en fait, dans la boîte, soient épanouis et en fait leur dégager un maximum de temps pour qu'ils puissent faire des tâches qui ont de la valeur ajoutée pour les clients. Okay, donc s'il faut que je vienne, et je prenais ce truc-là, mais s'il faut que je vienne déboucher tes chiottes chez toi parce qu'en fait, tu as ce truc côté front
à déployer et à Ouais. faire, et tu es la meilleure personne pour le faire, bah, écoute, il n'y a pas de problème. Appelle-moi Ben, je viens et je vais déboucher tes chiottes et je Et serai le je premier à confirme, déployer. combien de fois t'es passé déboucher mes chiottes quand j'étais à Paris et que je bossais pour vous? Putain, combien de fois? J'étais constipé à l'époque et tout, donc franchement, merci d'être passé souvent. Dans ma vie de freelanceur, 7 ans dans l'industrie à enchaîner les missions courtes, je peux vous assurer que j'en ai croisé des CIO. Et pour autant, j'ai jamais eu l'impression qu'ils avaient pas l'air de trop savoir ce qu'ils faisaient et j'avais pas eu l'impression qu'ils avaient l'air perdus. Cachent bien leur jeu, les amis. Par contre, un des trucs que je les ai vus quasiment tous faire, c'est de motiver les troupes. Que ce soit en interne avec leurs employés ou à l'extérieur avec les clients et les investisseurs, j'ai l'impression que le rôle d'un CIO, c'est de motiver absolument tout le monde et je suis trop content que ce soit un des premiers points qu'a abordé Romaric quand je lui ai demandé quelle était pour lui la mission vraiment principale d'un CIO. Est-ce que ça te parle, ouais, ça, motiver les troupes à l'intérieur et à l'extérieur? Ouais, je rajouterais aussi l'angle aussi client, c'est-à-dire que les gens, ce qu'ils achètent, surtout quand tu es une boîte, encore une fois, quand tu es une boîte early stage, quand tu es une boîte du CAC 40, c'est toujours différent, mais quand tu es early stage, il va falloir que tu achètes la confiance finalement de tes premiers utilisateurs, tes premiers clients, tes premiers collaborateurs, tes premiers investisseurs. Donc en fait, c'est de partager ta vision et c'est un travail de communicant. Toi, tu nous as rejoints parce que tu nous as fait confiance, parce qu'il y a eu un bon feeling. Et en fait, c'est quelque chose que tu dois dégager en tant que CEO, c'est réellement ta capacité, encore une fois, à bien t'entourer. Quand on parle de bien s'entourer, c'est pas que les collaborateurs et les personnes avec qui tu vas travailler tous les jours, mais ça va être aussi tes investisseurs, ça va être tes clients. En fait, tu choisis aussi tes clients parce qu'on pense que tu subis et tu veux absolument des clients. Non, je suis désolé. En fait, tes clients, tu dois les choisir parce que c'est eux qui vont finalement dessiner, qui vont définir la trajectoire de ta boîte d'une certaine manière. C'est vraiment ton taf finalement en tant que CEO, c'est le porte-étendard de la Ouais. boîte, bah, c'est de réellement s'entourer des meilleurs éléments, des meilleures personnes, des meilleurs talents, en fait, par rapport à ce qu'il y a à faire. Voilà. Et les Ouais. meilleurs pour l'un, c'est pas forcément les meilleurs pour l'autre, puisque après, il y a tous les aspects de culture qui viennent en ligne de compte. Et la culture, souvent, on dit, oui, il faut définir la culture d'une boîte. Je suis désolé, mais on définit pas la culture réellement d'une boîte. En fait, on l'a subie, entre guillemets, et en Ouais. fait, elle émane même des cofondateurs. Bah, c'est très marrant que tu abordes ça parce qu'en fait, j'avais mis dans mes questions que je voulais te poser et mes idées, j'avais mis motiver les troupes intérieures, motiver les troupes extérieures. Et mon point juste après, c'était avoir une vision à partager. Et tu as exactement abordé ce thème de la vision en fait et de cet environnement que tu crées, de par qui tu es finalement, sans trop le. C'est pas factice. Tu peux pas créer un environnement factice en fait. Non, Euh, ça dépend, parce que je pense qu'il y a plein de personnalités. En tout cas, moi, de ma personne, ça l'est pas. Je suis quelqu'un d'entier, donc je ne sais pas faker, entre guillemets, des émotions et des choses, et je vais avoir plutôt l'effet contraire qui va être d'être le plus honnête possible, même dans la difficulté. C'est-à-dire que tu sais que je vais pas que partager des bonnes nouvelles, je vais ouais. aussi partager des moins bonnes nouvelles, mais l'idée, c'est réellement d'être authentique et finalement, même dans les moments de difficulté, en fait, de partager les difficultés, mais de toujours avoir un plan. En tant que CEO, tu ne peux pas venir et dire, en fait, je viens justement partager des choses qui sont négatives et ne pas avoir de plan. Tu peux évidemment être vulnérable, il n'y a aucun problème, mais Ouais. il faut faire attention. C'est-à-dire que tu as des gens qui comptent sur toi, que ce soit des clients, des collaborateurs, des investisseurs. Tu dois toujours avoir un plan. Il faut avoir un Ouais. plan pour tout le monde. Donc ton taf, c'est de t'entourer des meilleurs et d'avoir un plan pour eux. Ouais. Pas toujours évident quand même. Quand en plus tu es Ah, dans la déjà, c'est tourmente, dur qu'il y a de tout qui trouver te un tombe plan, dessus. d'avoir un plan de Ouais. vie pour soi. Ouais. C'est très vrai. Non seulement faut te gérer toi-même, mais faut aussi gérer les autres. Quel merdier. C'est pas évident, n'empêche. Et un autre truc qui est pas vraiment évident, c'est comment gérer l'argent quand tu commences en startup. Parce que souvent, t'as gratté un peu l'argent de tes proches, comme ça, ce qu'on appelle la love money, et t'en as pas des quantités infinies. Et donc, ça met un petit peu de sentiment dans la startup parce que c'est de la thune de tes proches, c'est leurs économies et tout. Comment tu gères tout ça? Startup, sentiments, émotions, émotionnel. Ça fait rarement bon ménage tout ça. Et d'ailleurs, moi je suis super content que pour Boom Boom, on n'ait pas eu à demander de l'argent à nos proches vu qu'on a des sponsors. Et je les remercie de ouf de nous suivre dans cette aventure. Fiverr et Hostinger, un grand big up à vous. Maintenant, je vous ai parlé un peu de mélanger sa boîte, le professionnel avec l'émotionnel et tout ça. Écoutons Romaric sur ce sujet parce qu'il a un point de vue assez intéressant. Alors, j'ai jamais été, moi, dans la situation où je prends de la love money. Ouais, Donc, c'est très compliqué et c'est quelque chose où je serais très inconfortable, en fait, de faire parce que, du coup, il y a un côté sentimental qui ne doit pas être, en fait, dans l'équation même de la construction d'une boîte. Moi, par exemple, je ne considère pas Covery comme étant mon bébé. C'est-à-dire que ouais, j'ai fait des choix, en fait, qui font que c'est un business. C'est-à-dire que c'est un business, j'adore ce que je le fais avec passion. Je suis passionné par ce que je fais et ça, je pense que tout le monde peut l'attester. J'adore ça, mais j'ai décorrélé ça en fait du côté un petit peu affectif, c'est-à-dire du bébé, ah, c'est mon bébé, etc. Parce que ça biaise finalement dans toutes les prises de décision qu'on va faire. Il y a des choses qu'on va faire qu'on ne ferait pas à un enfant
quand c'est son bébé, il y a des décisions très difficiles à prendre qu'on ne peut pas prendre parce qu'il y a ce côté affectif en fait qui Ouais. lie finalement à l'objet. Qu'est-ce que c'est le caractère idéal d'un CEO? Il doit ressembler à quoi dans sa façon de se comporter? Il faut être sympathique, il faut être, bien sûr, si t'es pas sympathique, t'as intérêt à être extrêmement brillant et d'avoir une super, un décollage Mmh. comme ça. Là, tu mets tout le monde d'accord et même si t'es pas sympathique, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais non, il faut être, c'est un tout évidemment. Il faut être sympathique, mais il faut être authentique, hein, surtout là-dedans, dans cette approche-là, il faut être très authentique et encore une fois, il faut pas chercher à avoir de l'argent à tout prix. C'est comme je l'ai dit, comme des collaborateurs, comme des clients, il faut choisir aussi ses investisseurs parce que ces investisseurs, c'est pire qu'un mariage, hein. On les garde pendant très 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 longtemps. Donc, Ouais. si en fait on peut pas piffrer les personnes avec qui on collabore, à qui on a pris de l'argent, ça va être très très difficile. La relation va être très très compliquée, Ouais, très très j'imagine très bien. très 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 compliquée, Ouais. très compliquée, trop compliquée. Bon, cool qu'il faille être gentil et honnête, ça fait plaisir. C'est des valeurs que j'aime bien et qui me correspondent plutôt pas mal. Mais Romaric, comment tu arrives à allier du coup l'honnêteté dont tu parles avec le fameux leitmotiv des CIO qu'on retrouve absolument partout et qui semble un petit peu prêcher le faux? Qu'est-ce que tu penses de l'adage principal des CIO ou des startups, le fameux fake it until you make it? Ah, je savais que tu allais me poser cette question, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Mais pourquoi tu le savais? Moi j'adore, Ouais, mais il est souvent mal compris. ouais, Il est souvent, et nous, on l'applique énormément chez Covery. Et honnêtement, il est souvent très, très mal compris parce que dans le fake it, il y a le côté faux. ouais. On vend quelque chose un peu, le côté qu'on Frauduleux. vend un truc qui, en fait, n'existe pas. Ouais, Enfin, mais non, en fait, pas du tout. Nous, on l'a appliqué dès le départ, en fait, dès le premier jour de la boîte. Je m'en rappelle encore. En fait, on a Covery, on a passé un mois à construire un MVP avec Pierre avec un MVP, un produit qu'on appelait le Rado. En fait, c'était les prémices de ouais, Covery. Et en fait, ce produit-là, on a pu le construire en un mois. Je me rappelle, on l'a lancé le 6 janvier. Pourquoi? Pour une seule et unique raison. On n'avait pas codé une seule ligne de code avant parce qu'on avait validé en fait que ce qu'on allait faire avait de la valeur. Et on s'est focus vraiment sur les éléments qui avaient de la valeur. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de ressources, on n'avait ouais. rien. En fait, on pouvait rien faire. Donc, il faut vraiment mettre tous ces efforts. Pas de freelance, rien du tout. Rien du tout. On n'avait pas de thunes, rien du tout. On était au chômage, etc. On a fait en fait, réellement, ce qu'il fallait pour pouvoir faire décoller le produit. Comment est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on a appliqué justement l'adage fake it until you make it. On est parti et je vais donner un secret donc il y a un vrai secret derrière ça, en tout cas que je partage avec très peu de personnes, c'est comment faire en sorte qu'on puisse avoir, surtout sur un produit tech, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on ait un réel feedback en fait d'un tech sur un produit comme celui-ci. Parce que les techs, finalement, ce sont des gens qui, si on leur parle de manière virtuelle, en fait, on dit ah oui, oui, super, ouais, non, c'est exactement, c'est très très bien, etc. Et le jour où on sort le produit, en fait, on s'est mis à construire un produit pendant 6 mois qui, en fait, ne correspond pas du tout à leurs besoins, parce que ça prend du temps, ça prend des ressources, en fait, de créer quelque chose qui soit réellement utilisable. Pour Ouais. pouvoir passer, en fait, ce côté-là et rentrer, en fait, dans tous les biais cognitifs, en fait, des développeurs, la meilleure chose qu'on ait su faire, c'est en fait de tout simplement écrire une documentation du produit comme s'il existait. Au lieu de leur Ok. donner accès au produit, on leur donnait le produit en early access, mais on leur donnait accès en fait à la documentation, ce qui leur permettait de se projeter en fait sur le produit avant même qu'il existe. Sauf qu'ils se projetaient réellement, en fait, cognitivement parlant. Quand tu vois une documentation, et je pense Ben, t'es le premier, tu C'est vas vrai. regarder une lib, tu vas pas Ouais. tester la lib, tu vas pas installer la lib, commencer à jouer avec, Mm, rien mm, à mm. foutre. En vrai, c'est one more lib quoi, ou one more service. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas avant d'investir du temps, tu vas aller regarder la documentation. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Et en gros, on a joué avec ce biais cognitif-là, c'est-à-dire qu'on a créé une documentation, on fakeait les commandes, comme s'il tapait des commandes et que ça exécutait réellement les choses, et il voyait l'output, il pouvait se projeter, et on a eu tous nos feedbacks premiers, on a interviewé plus de 300 développeurs, leads, CTO, en fait, avec ces documentations-là, et on a pu avoir un feedback qui était précieux pour créer, en fait, la première version de notre produit, ce qui fait que le 6 janvier, C'est là où vous avez. euh, on a lancé la première version de notre produit. Patrick, avec qui tu as bossé, c'était un de Ouais. nos premiers utilisateurs. Et en fait, on a eu nos 50 premiers développeurs en moins d'une semaine qui ont commencé à jouer avec le produit parce qu'on a pu vraiment focus l'attention sur les éléments qui étaient clés. Donc Stylé. voilà, le fake it until you make it, c'est pas, ça porte vraiment son nom, fake it until you Ouais. make it. C'est réellement de pouvoir ajuster. Le but, c'est de pouvoir ajuster réellement le produit, la réponse à une demande réelle. Parce qu'en Ouais. fait, il y a plein de possibilités sur un produit. Tu peux avoir une idée donnée.
dire déployer les applications. Tu peux le faire de tellement de manières différentes. Enfin, il y a une infinité de manières. Comment tu trouves la bonne manière pour entrer sur le marché en termes de go-to-market qui fait sens pour une cible donnée? Il faut que vraiment tu aies du feedback avant. C'est impossible de créer, sinon tu peux pas. C'est impossible. Tu n'as pas de ressources, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien du tout. Tu as Walou. Ouais, je vois. Bon, vous avez vu, hein, Romaric ne lâche son secret qu'à très peu de personnes. Très peu de personnes. Il y a combien de vues sur la vidéo là actuellement? Combien d'abonnés sur cette chaîne là actuellement? Et Romaric, il t'en faut combien des abonnés pour te dire que ça va? C'est pas très peu de personnes qui me suivent. Je vais me vexer. Tu as vexé mon audience là, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, il vous a lâché son secret de polichinelle. Donc mettez un like sur cette vidéo et mettez un petit commentaire aussi pour Romaric, ça lui fera bien plaisir. Il passera les lire, je pense, et il répondra à certains d'entre eux. Puis ça fait toujours plaisir de lire le ressenti des gens, donc lâchez-vous, faites-vous plaisir. Maintenant, on va aborder des questions que je trouve très intéressantes, des questions un petit peu sur le lifestyle du CIO. À quoi ça peut ressembler la vie d'un CIO? Et vous allez voir que c'est assez intense. Est-ce que tu arrives à dormir un petit peu, à faire encore un peu de choses de ta vie? Est-ce que je vais pouvoir, moi, en tant que CIO modèle là, que je vais devenir très prochainement, est-ce que j'aurai du temps pour faire autre chose dans ma vie? Je sais pas, alors ça dépend, mais toi, tu fais trop de choses, toi, déjà. Moi, je fais beaucoup de choses, ouais. Non, un peu moins maintenant, depuis que j'ai arrêté de travailler pour Covery, quand même, je fais qu'un seul métier en même temps, ça va mieux. C'est vrai. Non, ça, tu viens de dire quelque chose qui est super intéressant, c'est ça, c'est le focus. Tu es obligé de te focus. Moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. J'ai une vie tranquille. Je suis pas et j'adore travailler. En fait, ça me stimule énormément, donc j'adore être focus et je peux passer des heures à être focus. Mais il faut avoir un bon équilibre de vie. Les gens ils disent ouais, monter une boîte c'est un marathon, c'est un marathon. Non, je suis désolé, c'est un sprint et un marathon en même temps. Tu vois. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Si tu sprintes pas, bah écoute, en fait, tu peux avoir une bonne idée, mais la façon de l'attaquer, en fait, va dépendre de ta capacité à itérer sur cette idée. Donc, si tu avances comme une tortue, je suis désolé, mais en fait, à moins que tu aies 100 millions en banque là pour pouvoir tourner sur les 10 prochaines années, ça va être très compliqué. Donc, tu vas être en mode sprint. Le marathon, bah, c'est aussi que tu vas devoir durer, en fait, tenir dans la durée. Donc maintenant, la question, c'est en gros, combien de temps tu veux allouer finalement à ce que tu es en train de monter. Si tu commences à sortir tous les soirs, boire des coups, si tu commences à avoir des tonnes d'activités, faire la musique, des vidéos YouTube, du truc, du ceci, du cela, voir tes potes, etc., ça commence à être très compliqué. Moi, je n'ai vu personne. C'est vrai que c'est un métier qui isole beaucoup, ça on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très le taf de CEO est très. On est tout seul. En fait, on est vraiment tout seul. Il n'y a pas de collègues, il n'y a pas de. Quand on a des problèmes, etc., c'est que pour sa gueule. Il faut apprendre à être bien entouré aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des CEO se rassemblent entre eux souvent et font des choses. Mais il faut trouver son équilibre à soi. Moi, je fais beaucoup de sport le midi. Je mange pas. Je vais de midi à 2, en fait, je suis au sport. Je fais du sport tous les jours. Ce qui permet, en fait, de juste avoir un bon équilibre parce que sinon, j'enchaîne du matin au soir jusqu'à très tard puisqu'on bosse avec les US, tu sais. Et du coup, ça fait des grosses journées à rallonge. Et le peu de temps que j'ai, je passe avec ma famille, finalement. Voilà. Donc, ça fait peu d'activités, mais ça dépend encore une fois de ce qu'on souhaite. Ça ne veut pas dire qu'une autre façon de faire ne fonctionnerait pas. C'est juste que je pense que pour se donner un maximum, finalement, de chance, il faut vraiment, on a un temps qui est relativement court. Les gens qui sont dans la boîte, ils nous ont fait confiance, ils nous font confiance, ils sont fiables, loyaux et ils travaillent bien. Moi, mon taf, c'est de faire en sorte, c'est de vraiment rendre l'appareil de la bonne manière, c'est de faire en sorte que, je me donne à fond, quoi. Je vais faire en sorte que ça a fonctionné, ça fonctionne bien, on est très content, mais que ça fonctionne encore mieux. Voilà. Bon, vous avez vu, Romaric, c'est vraiment un charbonneur au grand cœur. Et c'est vraiment un CEO que j'ai beaucoup apprécié. Donc, il était tout à fait naturel que je lui demande conseil, et c'est exactement ce que j'ai fait en cette fin d'interview. Je lui ai dit, Romaric, quel conseil tu pourrais me donner pour devenir un bon CEO à mon tour? Le seul conseil, c'est demande des conseils, mais ne les écoute pas, quoi. Fais ce que tu veux, gars. T'es le seul maître à bord, il n'y a que toi qui sais. Personne ne peut voir et tu verras, il y a des gens qui sont plein de bons conseils, mais en fait, et ça part d'une bonne intention, mais c'est comme quand tu deviens parent. En fait, il faut les écouter, mais t'en battes les couilles. Quoi, Et je pense que c'est la meilleure des choses que tu puisses faire réellement. Et en même temps, il faut être tout de même sensible à un moment donné, quand les gens convergent vers un même raisonnement, il faut quand même se poser des questions. Tu vois. Voilà. Mais il faut être suffisamment obtus
pour pas trop écouter. Parce que le risque en tant que CEO, c'est que si ta vision elle est pas claire, ou si tu écoutes trop les gens, c'est que tu deviennes une girouette et que tu commences à ajuster un petit peu trop. Du coup, ta position en fonction en fait de ce que les gens disent, c'est très dangereux parce que les gens que tu as à bord, imagine, bon, tu as une trentaine de personnes, cinquantaine, une centaine, tu peux pas les faire changer comme ça du jour au lendemain d'une position à une autre. C'est impossible. Tu casses la boîte. Ouais, complètement. Très bon conseil, très bon conseil final. Et ouais, et ça fait comprendre un petit peu, à travers tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la complexité du métier de CEO quand même. Un peu de solitude, il faut que tu aies une vision précise de ce que tu veux, pas trop bouger, écouter un peu les gens mais pas trop, travailler comme un acharné quand même. C'est quand même un sacré taf. Bravo pour ce taf réalisé. Merci d'avoir trouvé un petit peu de temps pour nous aiguiller là-dessus, nous donner des petites insights. Et j'espère que je serai un CEO performant et qu'on se retrouvera tous les deux au CAC 40. Aucun doute. On boira des coups. Ouais, non, mais j'espère pas au CAC 40 non plus, hein, parce que là, c'est-à-dire qu'on a été des super politiciens. Au Nasdaq, on se retrouvera là-bas et au Fortune 500, et puis on ira jouer au golf. Il n'y a pas de problème. En écoutant du jazz et la crime. Notre futur commun me semble vraiment bizarre, mais ça marche. Je prends rendez-vous. Très bien. Merci beaucoup, Romaric. Merci pour ça. Merci. Ouais, salut Ben. Ouais, salut. Ciao. Si vous avez apprécié Romaric et les conseils qu'il a prodigués par ici, suivez-le sur Twitter et vous aurez du coup des news de sa startup Covery. Vous verrez à quel point ça va skyrocket très vite. J'ai toujours cru en cette boîte et je pense que ça va finir par exploser tout sur son passage. Ils sont très bien partis pour. C'est une boîte dans laquelle j'ai rencontré aussi de très très bons amis. William Traoré qui fait partie du projet Boom Boom et avec qui j'ai déjà fait pas mal de choses. Je l'ai rencontré là-bas, donc merci de m'avoir donné cette opportunité. Il y avait aussi le gigantesque, le grand Rémi Bonnet qui est très très fort, que j'aimerais un jour ramener sur cette chaîne, que je ramènerai, promis. Rémi, tu seras dans cette chaîne très bientôt, je te promets. Donc j'envoie beaucoup d'amitié à la team Covery. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo Boom Boom sur le back-end. Ça va être incroyable avec le CTO de la boîte. J'ai trop hâte. C'était Benjamin Code, CEO de la startup Boom Boom. Ciao.